Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent en live sur Facebook. Nous pouvons débuter cette séance du Conseil communal qui s'ouvre avec plusieurs points d'information. Je vais commencer par passer la parole à Patrick Évrard et puis les différents membres du collège se relayeront en fonction des différents points d'information. Merci Alexandre. Le premier point concerne un accord que nous demandons au Conseil communal pour ajouter un point en urgence qui est l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'Inantès que nous avons reçu donc la semaine passée, en milieu de semaine. S'il n'y a pas d'objection, donc ce point sera ajouté. Il y a urgence puisque l'Assemblée générale d'Inantès aura lieu avant la prochaine séance du Conseil communal. Si quelqu'un y voit une objection, je l'invite à lever la main. Aucune main se lève, c'est OK, et rajouté à l'ordre du jour. Alors, dans les informations, nous proposons des dates des conseils communaux du deuxième semestre 2021, assez classique. Donc, un conseil au mois d'août, pas de conseil au mois de juillet, le conseil du mois d'août le 23 août, où je pense déjà pouvoir annoncer qu'il y aura une modification budgétaire numéro 2 qui sera proposée pour l'exercice 2021. Ensuite, un conseil communal le 20 septembre, un conseil communal le 25 octobre, un conseil communal le 29 novembre, donc qui est un petit peu décalé par rapport au 25 octobre, donc je pense qu'il y a 5 semaines, essentiellement puisque le but est de présenter les budgets 2022 lors de ce conseil communal du 29 novembre et un conseil communal de clôture le 20 décembre. Deuxième point d'information, vous vous souvenez qu'on a pris un arrêté relatif à la dispense de prestations pour faciliter la vaccination du personnel communal. Cet arrêté a évidemment été approuvé par le ministre Collignon, simplement pour information. Alors, le troisième chapitre en termes d'information, c'est la question Covid. Et donc, il nous a semblé intéressant de présenter les statistiques de vaccination. Elles sont publiques, elles sont disponibles sur le site dédicacé de la VIC. Je vais y venir dans un instant. Dire un mot aussi de l'organisation du télétravail. Peut-être que Joël peut en dire d'ailleurs un mot. Et j'évoquerai aussi la question des organisations d'événements pendant l'été, qui est un problème qui n'est pas simple, qui n'est pas évident. Quatrièmement, la commission vélo avec sa composition, on va y revenir dans un instant. Et alors, simplement une annonce du fait que nous allons présenter lors du conseil du 28 juin l'avant-projet, entre guillemets, définitif du hall de Godin, du hall sportif de Godin, qui est un point formel puisque pour compléter, pour rentrer le dossier infrasport, nous avons besoin d'un avant-projet approuvé par le conseil communal. Et ce sera donc présenté le 28 juin. Alors, en ce qui concerne le Covid, donc je reviens sur les différents points que j'ai évoqués, les statistiques de vaccination sont globalement plutôt positives pour la commune d'Ivoire. Si nous regardons le bas des graphiques, c'est l'ensemble de la population de plus de 18 ans, donc la population cible actuellement donc, des vaccins. Ce qu'on constate, c'est que il y a donc 61% à Ivoire, donc vous avez sans doute entendu dans les informations que le but était que tous les habitants, que 60% de tous les habitants de plus de 18 ans soient vaccinés pour la fin du mois de juin. C'est le cas ici sur Ivoire déjà maintenant, puisque nous sommes à 61,25% de la population des plus de 18 ans qui a reçu au moins une dose. En termes de vaccination totale, sur l'ensemble donc, de cette population de plus de 18 ans, on a un chiffre qui est de 28,02 et on voit que dans un cas comme dans l'autre, les barres orange et les barres grises représentent donc la province de Namur et la région wallonne et on voit que nous sommes au-dessus des taux de vaccination pour la province et pour la région. Il y a peut-être un morceau d'explication qui réside dans le fait qu'on a quand même, sur la commune d'Ivoire, pas mal de personnel hospitalier.
qui a pu bénéficier, qui a dû bénéficier donc plus vite que la moyenne de la population de ces vaccinations. Là où le tableau est un petit peu moins bon, sans être dramatique, on constate que dans les personnes de plus de 65 ans, le nombre de personnes qui ont reçu au moins une dose sur la commune d'Ivoire est un petit peu plus basse que la moyenne de la province de Namur et un petit peu plus haute que la moyenne wallonne. Mais on est tout de même avec un très bon chiffre de 86,34%. Et quand on prend la totalité, la population qui a reçu les 2 doses, donc qui est totalement vaccinée, les chiffres de Ivoire sont très bons, puisque nous avons 60,73% de la population de plus de 65 ans qui a été vaccinée, là où les chiffres de la province et de la Wallonie sont beaucoup plus bas. Je le répète encore une fois, ce sont les chiffres officiels de la VIC. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'explication, si ce n'est le sens civique et la volonté de se faire vacciner de notre population de plus de 65 ans. Alors, en ce qui concerne la question donc, du retour au télétravail, Joël, tu peux peut-être en dire un mot? Oui, donc lors du dernier comité de direction auquel participait donc Valentine Lorirs, notre conseillère en prévention, nous avons réfléchi sur base de ce qui a été énoncé lors du dernier Codeco avec la possibilité d'un retour progressif des agents sur le lieu de travail. On a réfléchi donc à proposer un retour graduel qui s'étalerait de la mi-juin jusqu'à la fin août. Ce document est soumis actuellement au CPPT dont nous attendons un retour avant de communiquer vers nos agents pour voir si la proposition énoncée rencontre l'approbation des différentes parties concernées. Merci Joël. Alors, en ce qui concerne les événements de l'été, c'est une situation qui est plus compliquée puisque actuellement, nous n'avons toujours pas reçu l'arrêté ministériel précisant ce qui avait été annoncé lors du dernier Codeco avec conférence de presse, c'est-à-dire, vous avez tous vu le calendrier, le 9 juin, le 1er juillet, etc. Malheureusement, nous n'avons encore aucun textes légaux qui confirment ces indications qui ont été données lors des conférences de presse. Donc, on reste pour l'instant en accord avec la zone de police et avec les bourgmestres de la Haute-Meuse. On reste relativement prudent et on attend d'avoir un petit peu plus de précision. On espère que ce sera le cas cette semaine-ci, notamment pour tout ce qui concerne les organisations autour de l'Euro et des retransmissions possibles donc, de ces matchs de l'Euro. Voilà, donc une situation qui est quand même assez compliquée pour les organisateurs qui doivent prendre un certain nombre d'engagements et compliquée pour les communes qui doivent porter des jugements dans une situation où on n'a pas toujours tous les éléments. Ça a d'ailleurs amené l'Union des villes et des communes de Wallonie à, pour le dire un petit peu vulgairement, pousser un coup de gueule au nom de tous les bourgmestres dans la mesure où on est très souvent mis dans des situations qui sont difficiles à gérer, pris entre des directives ou des normes qui ne sont pas toujours claires ou qui ne sont pas toujours transformées en textes légaux et la volonté bien compréhensible et bien légitime du terrain de revenir à une vie un peu plus normale. Voilà donc pour cette situation Covid. Le point suivant d'information, c'est la composition de la commission vélo. Je vais passer la parole à Chantal, peut-être, qui souhaite en dire un petit mot. Mais donc, comme vous le rappelez, j'avais annoncé que nous étions retenus par la région wallonne dans l'appel à projet Wallonie cyclable. Nous avons reçu cette semaine l'arrêté officiel concernant ce fait. Mais nous avions réagi très rapidement quand nous avions appris par la presse quelles étaient les communes retenues. Notre service de marché public avait réagi au quart de tour
pour faire un marché public concernant l'audit que nous devons faire. Et nous avons, heureusement pour nous, parce que j'ai entendu que dans d'autres communes, c'était effectivement un problème, nous avons heureusement pu choisir l'entreprise qui a fait notre plan communal de mobilité. Et nous avons aussi, dans le dernier bulletin communal, lancé un appel pour constituer la partie citoyenne, usagers, cyclistes. Et nous avons eu plusieurs réponses de personnes qui sont des cyclistes au quotidien ou membres du GRAC, ou l'un ou l'autre très intéressés. Voilà, et vous avez ainsi ici devant vous les membres. Il nous reste à vous informer que l'on va aussi engager un conseiller en mobilité qui complétera cette équipe, parce qu'en fait, comme il s'agit de moyens financiers dégagés par la région wallonne dans un certain type de budget, il faudra aller assez vite, tant pour les décisions de ce qu'on va faire que pour la réalisation. Voilà. Merci Chantal. Voilà, et donc ceci clôture les points d'information. Nous continuons donc le conseil avec la prise de connaissance du plan quinquennal de la... Je pense que Bertrand, sauf si j'ai mal vu, a levé sa main pour s'exprimer. Bertrand, je t'en prie, mes excuses, ça m'a échappé. Oui. Pas de souci, Alexandre, pas de souci. Ben, merci, Patrick, pour la présentation et Chantal de cette commission. C'est vrai que, bon, voilà, on en prend connaissance là comme ça. Bon, dont acte, peut-être qu'il aurait été sympa que les membres de la commission communale mobilité en soient informés. Peut-être qu'on leur offre la possibilité de s'impliquer dans cette commission vélo, donc un peu plus restreinte. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, on a là 19 personnes. Bon, les noms ont été choisis par vous. Donc, je ne sais pas très bien comment les noms ont été choisis, mais en tout cas, même si le vélo, à titre perso, vous le savez, n'est pas toujours, enfin, ce n'est pas le moyen de locomotion que j'utilise le plus, je le dis avec humour, mais bon, voilà, c'est une thématique qui est importante et savoir ce qu'on va faire, notamment le fameux diagnostic, ce sont des choses qui peuvent nous intéresser, ou Géraldine ou moi au minimum, de voir un petit peu ce qu'on va y faire, simplement pour suivre les chantiers, enfin les travaux de ce groupe, plutôt que de le suivre à distance au travers d'une autre commission, alors que ce soit pour nous, mais aussi peut-être tout simplement pour d'autres membres de la commission mobilité officielle du conseil communal. Un petit appel à tout le monde, si la composition n'est pas figée, pourrait peut-être permettre au moins que la porte soit ouverte pour les conseillers communaux. Voilà. Donc, soyons clairs, l'appel a été lancé à tout le monde, donc y compris aux conseillers communaux et à tous les habitants. C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans les circulaires qui accompagnaient le plan Wallonie cyclable. Donc, on a suivi les instructions, on a vérifié s'il demandait qu'il y ait une proportion de conseillers communaux, etc. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment une commission citoyenne. Et donc, aucun problème si un membre ou plusieurs membres de la commission mobilité, donc des conseillers communaux par définition, veulent venir compléter ce panel. Il n'y a aucun problème. Maintenant, le but n'est évidemment pas de se retrouver non plus avec une commission vélo avec 60 personnes. On est bien d'accord. Sinon, ce n'est plus... Pour travailler efficacement, il faut être un bon groupe, mais pas être pléthorique. Mais aucun souci pour y incorporer l'un ou l'autre conseiller communaux qui voudraient rejoindre les rangs. Il y en a qui sont présents, comme vous avez pu le constater. Mais voilà, on peut tout à fait élargir. OK, merci à vous. Eh bien, donc, nous continuons avec la prise de connaissance du plan quinquennal de la bibliothèque et la validation des projets que celui-ci intègre. Je vais commencer par passer la parole à Chantal Éloin. Thierry Lannoy a levé la main, excuse-moi. Oui, Thierry. Retour en arrière, je t'en prie. Oui, excusez-moi, c'était juste pour dire que j'avais une question d'actualité à poser en fin de séance publique, s'il vous plaît. OK. Très bien. Pour être concret aussi, je voudrais rajouter une chose, Alexandre, sur la question de Bertrand. Convenons que ceux qui sont intéressés dans les conseillers communaux qui font partie de la commission mobilité, mais qu'ils posent leur candidature, qu'ils manifestent leur intérêt
le plus rapidement possible, en tous les cas avant la fin de cette semaine-ci, auprès de Catherine Navet, qui assure le secrétariat et l'organisation de cette commission vélo. La troisième fois sera donc sûrement la bonne. Nous allons donc pouvoir passer à la prise de connaissance du plan quinquennal de la bibliothèque et la validation des projets qui l'intègrent. Je commence par passer la parole à Chantal. Donc, comme vous le savez, qui nous en fera la présentation. Oui, pardon. Comme vous le savez, la bibliothèque, la ludobibliothèque est un peu le bras armé de la commune en ce qui concerne le développement de la culture et la politique culturelle, avec aussi d'ailleurs une association avec le syndicat d'initiative qui développe aussi des pendants culturels intéressants. Alors, la bibliothèque devait rentrer cette année une nouvelle demande d'agrément. Elle avait été reconnue à l'époque en classe 2. Et donc, les bibliothécaires se sont arc-boutés pour faire un dossier complet après analyse et réflexion. Ce dossier a été transmis au gouvernement et a été avalisé, signé par la ministre dans la même classification telle que souhaitée. Et nous avons donc demandé à la nouvelle responsable de la bibliothèque, Louise Van den Hoek, de nous le présenter. C'est une manière aussi pour la population de faire sa connaissance. C'est une manière pour moi de vous dire aussi la bibliothèque est ouverte à tout citoyen qui habite Ivoire ou ailleurs d'ailleurs, et n'hésitez pas à venir pousser la porte. Voilà, Louise. Merci Chantal. Donc du coup, voilà, les présentations ont déjà été faites. Moi, je vais vraiment m'axer sur le plan quinquennal des 5 prochaines années avec les 2-3 projets qu'on a mis en place. Donc voilà, je pense que tout le monde sait ce que c'est un plan quinquennal. C'est un plan qui va décrire nos grandes priorités en fonction des objectifs et des actions durant nos 5 prochaines années. Et nous avons décidé avec l'équipe de s'axer sur 3 grandes priorités qu'on trouve hyper importantes en fonction du territoire sur lequel on se trouve. La première grande priorité, c'est l'accès à la culture auprès des publics éloignés. C'est la plus importante pour nous. La deuxième, ce sera de créer une culture de la lecture dès la petite enfance. Et enfin, on a comme projet la bibliothèque comme 3e lieu. Voilà, je vais vous en parler un peu plus en profondeur. On va peut-être passer à la priorité 1 du coup. Merci. Donc voilà, on a arrêté 4 catégories de publics éloignés, si je peux dire ça comme ça. Les seniors, les migrants, les centres Croix-Rouge, les adolescents et les milieux défavorisés. Donc, pour ce qui est des seniors, ils sont déjà actifs dans la bibliothèque au moyen du bénévolat, mais on aimerait bien qu'ils soient encore plus proactifs et on a comme projet, par exemple, de mettre en place un club de lecture. Pas accessible qu'aux seniors, bien entendu, mais ce sera, à mon avis, notre lectorat le plus important pour ce club de lecture. Et puis, on peut en faire plusieurs s'il y a plusieurs publics qui sont intéressés. Pour tout ce qui est migrants et centres Croix-Rouge, on faisait déjà avant la pandémie des soirées jeux de société, mais sur place. Donc, une personne de notre équipe se déplaçait et allait aider et apporter des jeux de la Ludo pour pouvoir mettre tout ça en place. Je crois que c'était 1 fois par mois. Donc, on aimerait bien que ça recommence, si possible. Pour ce qui est des adolescents, ça reste un de nos publics assez compliqué à attirer, je dois avouer. Mais par exemple, cette année, on a eu un stagiaire TFE qui nous a développé notre fonds manga. Et on va continuer à l'agrémenter d'année en année. Donc, on espère qu'on est parti sur un bon pied à ce niveau-là. Et pour les milieux défavorisés, on a un grand projet de portage à domicile avec le CPAS et Anne-Sophie Ouegria, qui sera, à mon avis, mis en place d'ici la fin de l'année, on espère, et qui permettra en fait à la bibliothèque de livrer à domicile des livres 1 fois par mois en fonction des demandes
des citoyens qui ne savent pas se déplacer, qui n'ont pas de voiture, qui n'ont pas d'accessibilité à la bibliothèque en tout cas. Voilà, ça c'est notre grande priorité. Donc, voilà exactement les 4 priorités que je viens de vous expliquer. On peut passer à la priorité 2, qui est créer une culture de lecture et des capacités langagières dès la plus petite enfance. Pour ce faire, en fait, on pense avec notre équipe que la lecture est un moyen d'apprentissage hyper important, mais que ça doit aussi être une lecture plaisir pour les enfants. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place avec nos partenaires qui sont les écoles. Les partenariats sont hyper importants chez nous. Et au niveau scolaire, je crois qu'on est assez bien servi. Et donc, on met en place des activités au niveau des écoles. Patrick, si vous voulez, vous pouvez continuer à faire défiler les... Merci. Donc, on met en place des dépôts thématiques, par exemple, dans les écoles. On a aussi le prix Verzé, le tournoi des manches-livres, qui est un de nos grands projets depuis des années auprès des 5-6, ce qui permet aussi aux élèves de venir dans la bibliothèque et de visiter les lieux. Et du coup, ils reviennent avec leurs parents, avec leur famille. Et les visites de classe qui sont aussi récurrentes chez nous et qu'on met en place très, très souvent, en tout cas avec les premières primaires ou les deuxièmes, pour leur faire connaître les lieux. Comme vous le savez aussi, on a une ludobibliothèque et donc on pense que la valorisation du support jeu est hyper important et au niveau des écoles, c'est aussi pareil. On fait aussi des dépôts thématiques de jeux, des visites de classe. Elles sont toujours accompagnées d'une visite de la bibliothèque et d'un moment table de jeux de société en fonction des âges. Donc voilà, on s'axe vraiment sur nos partenaires qui sont les écoles pour développer les capacités de lecture dès la plus petite enfance. Alors, on aimerait bien aussi, mais ça, c'est encore en grande construction et c'est aussi un très, très grand projet, c'est d'aménager un espace de 3e lieu pour la bibliothèque. Donc, c'est notre priorité 3. Donc, on peut aussi passer à la suite. Parfait. Et donc là, le projet est en construction active. Donc, on n'a pas encore vraiment... On ne s'est pas encore vraiment penché sur la question. On sait juste qu'on aimerait bien dynamiser les espaces, peut-être faire un espace un peu plus café-bibliothèque. On dit souvent librairie, mais là, ce sera bibliothèque. Accueillir plus d'expositions d'artistes locaux, on le fait déjà, mais pour notre part, pas assez. Et alors, poursuivre une communication proactive et dynamique pour diffuser nos informations culturelles. Voilà, il nous reste 4 ans pour mettre tout en œuvre, donc on compte bien y arriver. Alors, pour appuyer ce plan quinquennal, il y a peut-être un projet cette année qui vaut la peine d'être mis en avant. C'est nos 20 ans. La bibliothèque fête ses 20 ans de reconnaissance active. Donc, pour ça, on a mis en place toute une semaine, de festivités. Vous pouvez aussi continuer à faire tourner les dias. Merci. Toute une semaine de festivités, donc ce sera la dernière semaine de septembre. Cette semaine reprend en fait la plupart de nos points d'action du plan quinquennal, en tout cas au niveau des partenaires, au niveau des activités mises en place et au niveau des publics touchés. On a eu l'idée de centrer chaque journée sur un public particulier. Donc, on ne fera pas le mardi et le jeudi, mais le mercredi, vendredi, samedi et dimanche. Le mercredi sera axé sur les enfants, la jeunesse en général. Pour ce faire, on sera en partenariat avec l'ATL, donc l'accueil temps libre de la commune, et on fera des activités ludiques et comptées toute l'après-midi.
Donc voilà, c'est vraiment le public enfant qui sera visé. Pour le vendredi, le public ado. Là aussi, on espère que ça va attirer du monde. Voilà, on a un très, très beau partenariat qui se construit depuis quelques mois et qui se met en place avec la Maison des Jeunes et Angélique et son équipe d'Ivoire. Là aussi, on va certainement s'axer sur des tables de jeux de société. Et alors, on aura des jeux en bois géants à ton jeu de Floref. Donc, on va alterner entre les deux, vraiment. Donc, voilà. Et alors, le soir, on aura la projection du film Demain est à nous, qui est un film vraiment axé adolescents qui changent le monde, qui ont besoin d'alternatives, de visions plus globales pour avancer. Et pour ça, on aura comme partenaire Jean-François Rascart, qui fait partie du MOOC de Namur. Voilà, on a déjà bossé avec lui pour un de notre ciné-débat en plein air qu'on a eu l'occasion de pouvoir mettre en place en septembre de l'année passée, qui était le film Human de Yann Arthus Bertrand. Et on espère pouvoir réitérer l'expérience en extérieur cette année. Donc voilà. Alors, pour le samedi et le dimanche, merci. Le samedi, on s'axe vraiment adulte. Donc, pour ce faire, on met en place un salon des auteurs, comme on voit par exemple à la Foire du Livre de Bruxelles, maintenant en plus petit, hein, c'est pas, mais voilà. On va être en partenariat avec la librairie Papyrus, les auteurs forcément, les pouvoirs et les services communaux, mais qui nous suivent constamment et pour toute la semaine. Et alors, pour terminer, on aura une petite animation musicale avec Olivier Terrouane. Si vous voulez aller écouter, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que c'est un des plus grands projets des 20 ans. En tout cas, à mettre en place, ça prend du temps. Et alors, pour le dimanche, là, on s'axe vraiment famille. Donc, ça va être un public familial. Et donc, les partenaires, forcément, ce sera la Ligue des familles. Chaque année, on fait un dimanche des livres et des jeux. Et donc, cette année, on l'inclut du coup dans nos 20 ans. On aura aussi comme partenaire la province de Namur avec un atelier au grenier de grand-mère destiné aux tout petits et la caravane des artistes avec un bouquet musical final pour terminer cette semaine festive des 20 ans. Il y aura aussi d'autres partenaires. C'est la dernière dia. Par exemple, le centre culturel qui va nous suivre aussi de Dinan tout le long, les écoles, le GAGM, à ton jeu, voilà, des ateliers slam qu'on mettra en place aussi. Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, sinon on y est encore demain, mais comme ça, vous avez vraiment une vision, en tout cas globale, de ce qu'est notre bibliothèque. Sur ces 20 ans-là, on va toucher vraiment tous les publics qu'on veut toucher. En général, on va travailler avec tous nos partenaires. Et donc, je pense qu'on est en plein dans le plan quinquennal. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais en tout cas, merci pour votre écoute. Merci pour votre accueil. Et n'hésitez pas à pousser la porte. Merci beaucoup. Et donc, des questions, remarques, demandes d'infos? Je n'en vois aucune. Si, Étienne, je t'en prie. Oui, j'ai bien entendu dans le début de la présentation que Louise allait solliciter les aînés pour une implication plus importante dans la bibliothèque. Et je pense qu'un bon vecteur de communication, et je ne sais pas si c'est possible pour toi, Louise, de participer, puisque nous allons enfin pouvoir reprendre nos réunions, à la prochaine réunion du Conseil consultatif des aînés, où tu pourrais exposer ton projet et donc favoriser ainsi la propagation de l'information et derrière ça de la demande. C'est une très, très bonne idée. Je suis totalement partante, donc n'hésitez pas à m'inviter. Super, eh bien, nous t'accueillerons avec beaucoup de plaisir.
Parfait. Et je ficellerai ça un petit peu plus du coup. Merci. Merci Étienne. Autre chose? Eh bien, dans ce cas, nous allons pouvoir passer au vote pour la validation des projets de ce plan quinquennal. Toutes celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Il n'y a aucune abstention. Celles et ceux qui souhaitent voter contre peuvent lever la main. Pas de vote contre non plus, c'est donc approuvé à l'unanimité. Merci pour cette belle présentation et bon vent pour la réalisation du plan quinquennal et pour les festivités du 20e anniversaire. Merci. Et nous continuons avec l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance. Y a-t-il des demandes de modification, de compléments? Je n'en vois pas. Celles et ceux qui veulent donc s'abstenir peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre? Aucun vote contre. C'est approuvé à l'unanimité. Et le point suivant, il s'agit de l'approbation des comptes de l'année 2020 du CPAS. Et je passe la parole à la présidente du CPAS, Christine Bador. Donc, j'allume le micro. Voilà. Je vous demande d'approuver aujourd'hui le compte qui a été présenté par la directrice financière et approuvé au dernier Conseil de l'action sociale donc du mois dernier. Donc, je vous fais une présentation succincte du compte 2020 qui présente un boni global de 214 000 euros cette année. Ce boni global s'explique évidemment par un taux de réalisation qui n'était pas optimal, je vais dire, au niveau des dépenses de fonctionnement et des dépenses de transfert. Donc, c'est dû à un faible taux de réalisation. On ne doit quand même pas oublier néanmoins… Christine a un problème de son, Alexandre. On n'entend pas? Moi, je l'entends très bien, Marcel. Je l'entends aussi. Oui? Je t'en prie, Christine. Je vais vérifier via le live, mais a priori, ça devrait aller. Pas de problème. Ça va? Je continue? Oui, Christine, on t'entend bien. Ok, ça va. Mon VSM, Marcel. Donc, je disais que le boni du compte ne doit quand même pas nous faire oublier l'évolution croissante de nos dépenses au cours des 4 dernières années, notamment au niveau des dépenses du personnel qui ont augmenté de 5% entre 2019 et 2020, mais qui s'explique par le fait notamment que notre ouvrier qui s'occupe de la distribution des repas sociaux, des repas du CPS, a pris sa pension et que nous avons engagé quelqu'un 2 mois auparavant. Ils ont pu comme ça travailler en parallèle et la personne qui est partie à la retraite a pu donner toutes les ficelles à notre nouvel ouvrier et l'augmentation également d'un mi-temps supplémentaire au niveau du service médiation de dette. Que puis-je dire encore? Les dépenses de fonctionnement ont également augmenté de 7%, plus ou moins 7,5% entre 2019 et 2020. Cela est dû au fait, puisque nous avons repris tous les logements publics de la commune, eh bien, ces logements publics, il faut les entretenir et donc ça rentre dans ces frais de fonctionnement. Ça concerne également l'informatique où nous avons dû investir dans l'achat, il fallait renouveler le parc informatique tout simplement. Et nous avons dû racheter également un nouveau véhicule et une chambre froide pour se mettre aux normes au niveau de l'AFSCA et de la distribution des repas. Voilà, le nombre de bénéficiaires de revenus d'insertion en 2020 était de 81 bénéficiaires et en 2019, nous étions à 59. Donc, la crise sanitaire a fait une augmentation quand même assez significative puisqu'on tourne autour des 25%. On remarquera également que le taux de réalisation au niveau des dépenses de transfert
est moindre, n'y est pas arrivé parce que nous avions prévu cette augmentation. Ce qu'on n'a pas prévu, on ne pouvait pas le prévoir, c'était l'augmentation du remboursement du subside du fédéral concernant les revenus d'insertion, augmentation de 15%. En fait, c'est de trimestre en trimestre qui nous annonçait si oui ou non la participation serait plus importante ou non. Donc, et c'est encore le cas maintenant. Par exemple, on vient d'apprendre que jusqu'en septembre, on pourrait encore bénéficier de cette augmentation des subsides. Voilà. Je pense que j'ai dit le plus gros au niveau des comptes. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je suis tout oui. Il y a une main qui se lève. Je vois Marc. Oui, c'était pour voir, Christine, si dans le décompte, il y avait le décompte de la maison rue Sauvegarde à Évrail. Dans le décompte, dans les comptes, oui, bien oui. sûr. Oui, oui. Et quel est le montant définitif du bâtiment? On a un supplément, je peux te le dire, on a un supplément de l'ordre de 50 000 € par rapport au budget de départ qui était avant la fin de la législature. Et c'était combien au total? Je pense qu'on tourne autour des 220 000 €. Plus l'achat? Plus l'achat de la maison? Non, l'achat compris. La maison, à la base, n'a pas coûté cher à l'achat. Hein. Elle a coûté 100 000, non, à peu près? Un peu moins. Merci. Une autre question? Eh bien, dans ce cas, nous allons passer au vote. Et alors, Marc, je t'invite à baisser la main juste avant qu'on ne procède au vote. Oui. Donc, celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant l'approbation de ces comptes de l'année 2020 du CPS peuvent lever la main maintenant. Une abstention, les votes contre. Aucun vote contre, c'est approuvé à l'unanimité. Et nous poursuivons avec un marché de travaux. Il s'agit de l'aménagement et de l'extension de la salle de Purnode. Marcel. Oui, voilà, bonsoir à tous. Je propose donc que l'on passe le cahier spécial des charges de travaux en vue de l'adjudication qui devrait avoir lieu dans les prochains mois. Quand on vous a présenté il y a quelques mois, début d'année, je pense, l'avant-projet. Donc, on a présenté tous les plans et ici, par rapport à l'avant-projet, le plan est exactement la même chose. Il y a pratiquement aucune modification. Donc, on arrive à une estimation de travaux de 556 000 hors TVA et des subsides de 379 000 €. Il y a dans le projet de l'architecte, il a prévu un certain nombre d'options pour plus ou moins 47 000 €. Ces travaux en option seront réalisés ou pas suivant les montants à l'adjudication. Voilà, ce dossier doit donc partir chez Madame Vélante au SPW afin d'être approuvé. Et quand il revient, donc normalement, il a un délai de 30 plus 15 jours pour approuver le dossier. On pourra à ce moment-là lancer l'adjudication et attribuer normalement les travaux avant le 31 décembre pour commencer, si tout va bien, en avril 2022. C'est le planning qui avait été établi avec le club de tennis de table de façon à ne pas trop déranger leur saison de pluie. Il est évident qu'ils devront malgré tout, probablement en septembre, peut-être déménager un mois ou deux dans une autre salle, mais ça, on verra bien, quoi. Donc ici, voilà les plans de façade, ça c'est les perspectives de la future salle. Si on passe à la suivante, on devrait arriver au plan. Encore une. Voilà, ça c'est le plan d'implantation intérieure de cette salle qui n'a plus changé depuis les réunions avec les associations de Purnode. Voilà, je demande donc d'approuver ce cahier de charges. Merci Marcel. J'ai vu que Bertrand avait une question. Exactement, Bertrand.
Oui, merci Marcel pour la présentation et je tiens à souligner que les différentes remarques qu'on avait consignées dans un courrier, donc je vais parler ici peut-être aussi au nom des associations concernées pour être responsable d'un des comités. C'est vrai qu'on vous avait fait un courrier l'été dernier et quand c'est bien, il faut le dire. Et donc beaucoup de nos remarques, on avait une réunion très constructive entre nous et donc voilà, beaucoup de remarques ont été intégrées dans le cahier des charges. Ça, on vous en remercie. J'ai noté ces 5 petites questions, donc ça ira vite, Marcel. Tout d'abord, la fenêtre, les fenêtres côté terrain de foot. On avait parlé d'avoir un dispositif occultant, donc des stores, des tentures, etc. En fait, j'ai regardé, donc on a analysé le cahier des charges. Tout ça est aux pages 126 et suivantes, et il n'y a aucun système occultant qui est prévu. Or, pour le tennis de table qui devra jouer dans la pièce, dans la salle de ce côté-là, lorsque le soleil est en soirée, il sera vraiment plongeant, le tennis de table ou des autres occupants qui occuperaient la salle aux heures, donc voilà, plutôt les après-midi et fin de soirée, vont être vraiment embêtés par ce soleil. Donc, il faudrait vraiment que vous intégriez ça dans le cahier des charges. Donc, ça, c'est une première question. Je propose peut-être de faire les 5 points parce qu'ils sont très rapides. Ou pas, plutôt comme ça, les gens qui nous suivent via Facebook peuvent garder le fil des questions et des réponses, Bertrand. Marcel, vas-y. Pour les stores, c'est une chose qui peut être envisagée par après, quoi, hein, en fonction de la construction du bâtiment, voir les possibilités, quel store on peut implanter sur le bâtiment, quoi. Oui, mais et ça, on y a pensé, on y a pensé aussi. Oui, d'accord, mais il faut le mettre dans le cahier des charges, Pas quitte à le mettre en option. Ça peut être une option après, parce que des stores peuvent être très bien placés par les ouvriers communaux. Oui, d'accord, mais il faudra refaire un marché, Marcel, tu le sais bien. Il faudra faire un comparatif des prix. Oui, mais ce n'est pas un problème. La loi marché public, le saucissonnage, c'est quand même pas tout à fait autorisé, hein. Et ça n'a rien à voir avec… c'est de l'équipement, hein, ce n'est pas le bâtiment. Oui. Hein. C'est de l'équipement. Je ne sais pas ce que notre directrice générale en pense, mais en général, on fait un cahier des charges avec toutes les dépenses qui sont visées par un projet. C'est quand même comme ça, en général, qu'on fait les choses. Je demanderai quand même qu'on vérifie, parce que, d'autant que si vous êtes d'accord sur le principe, je ne vois pas quel est le problème de ne pas le mettre. Enfin bon, j'ai entendu votre réponse. Elle ne me satisfait pas beaucoup, même si je pense qu'on y arrivera. Enfin, sur les formes, en tout cas. Le deuxième point, c'est les serrures. Là, on est page 133. Donc, vous avez imaginé, comme on en avait discuté, des clés de sécurité, simplement bien indiquer le nombre, parce qu'il n'y a aucune précision sur le nombre de clés et le fait qu'elles doivent fermer. Il faut un système de passe pour certaines portes, etc. Le cahier des charges n'est pas assez précis, selon nous, sur ce volet-là. Voilà. Disons qu'on se dit que les entreprises vont avoir du mal à remettre prix, ne sachant pas combien il en faut ou le type qu'il en faut. En général, dans un bâtiment, comme on a fait par exemple pour l'école d'Evrail, l'entrepreneur remet un prix avec un barillet prévu dans le cahier de charges et on change de barillet dès que les travaux sont terminés. Et il donne un barillet avec une dizaine de clés. C'est toujours de cette façon-là qu'on travaille. Parce que disons que pendant les travaux, il y a des gens qui pourraient entrer, faire des doubles de clés, tout ça, tandis que comme ça, on termine le bâtiment et on change de barillet de toutes les portes extérieures et on donne des clés. Ok, merci. L'autre point, c'est tout ce qui est, d'ailleurs, je ferai les deux en un, c'est tout ce qui était électricité. Donc, je n'ai pas vu, ou alors je les appelle les panneaux photovoltaïques dont on avait discuté, ainsi que tout ce qui était luminaire avec les normes, etc. En fait, dans le cahier des charges, on est à la page 166 et on renvoie à la note sur les techniques spéciales, sauf qu'elle n'était pas jointe aux différents dossiers. Donc, il y avait 10 pièces à consulter et elle n'était pas là. Donc, tout ce qui est éclairage, luminaire, toutes les techniques spéciales, en fait, il n'y a aucune précision. Mais tous les luminaires. Donc, il y a eu une étude pour l'éclairage de la grande salle, de chaque salle. Donc, il y a un plan où tous les luminaires sont indiqués dessus. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Il y a 30, par exemple, dans la grande salle, il y a 30 points lumineux.
D'accord. Et dans Je la te crois petite sur salle, parole, il y en a- je te dis parce qu'il n'y avait rien qui était indiqué. Ouais, là. c'est possible que normalement, parce que le cahier de charge, on ne doit pas passer les plans parce que les plans, il y en a 17. Hein. Non, mais pas les plans, mais l'annexe relative aux techniques spéciales, bon, voilà. Si c'était indiqué dedans, on ne l'a pas, quoi. C'est ça que je veux Ouais, dire. on peut te la fournir. Hein. Oui, si on peut la fournir, mais voilà, c'est pour s'assurer, parce que voilà, les clubs nous ont bien dit, mais faites attention, enfin, soyez vigilants pour tout ce qui est luxe, puisque pour les compétitions sportives, il faut une luminosité minimale, c'est 250 luxe pour le tennis de table, et donc voilà, histoire qu'on soit Oui, mais sûr et certain de faire une bonne dépense. Tout est bien prévu dans l'étude de l'électricité, de sanitaire, et il n'y a aucun souci. Toutes les techniques spéciales, même, on a même trouvé que nous, c'était un peu beaucoup. Ok, bah, s'il y a un moyen de nous transmettre par mail cette annexe-là, histoire qu'on la consulte, et si jamais il y a un souci, on fait je t'appelle. Demanderai au service des marchés de te le transférer. Quoi. C'est gentil. Mon tout dernier point, c'était le coût de fonctionnement. Quand on fait des grands projets comme ça, on sait qu'on y est attentif, que l'auteur de projet transmette une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, on est bien d'accord, mais sur les coûts de fonctionnement. Et en tant que, quand on est un comité de gestion dans lequel je suis, au GUAP, c'est vrai qu'on est attentif à ce que ça va nous coûter après, comment on va pouvoir le répercuter, etc. Et ça avait été demandé dans le cahier des charges de l'étude. Et donc, est-ce que vous l'avez reçu ou pas À ce stade-ci, on n'a pas encore reçu. Okay. Voilà. Merci pour les réponses. Ne pas oublier de faire peut-être une réunion avec les clubs, Marcel, quand on se profilera un peu les travaux plus concrètement pour l'agencement des locaux, les zones de stockage, etc. Si on peut être associé, ça serait gentil. Il n'y a pas de souci, mais ça sera pour 2022. Oui, mais savoir ce qu'on doit démonter, ce qu'on doit récupérer, est-ce que c'est la commune qui démonte, est-ce que c'est nous, c'est tous les aspects pratiques, mais voilà, je me permets de le dire pour ne pas qu'on l'oublie le moment venu, pas en dernière minute, mais si on peut être associé, que ce soit le GUAP ou les clubs sportifs, mais à cette petite réunion pratico-pratique. Pas de problème, nous y Merci. pensons et on a l'habitude d'organiser des réunions d'avant-chantier. Merci pour les questions et les réponses. Je ne vois pas d'autres mains qui se sont levées pendant cet échange. On va donc pouvoir passer au vote pour l'approbation de ce cahier de charges. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Il n'y a pas d'abstention. Les votes contre peuvent lever la main. Il n'y a pas de vote contre. C'est également approuvé à l'unanimité. Et un deuxième marché qui va donc maintenant être soumis à notre approbation, il s'agit de la réfection de l'électricité et du système de prévention incendie de l'école de Mont. Marcel, toujours. Oui, c'est-à-dire c'est un cahier de charge que demande. Nous avons répondu à un appel à projet du CECP. Nous avons été retenus pour 2021. Ici, donc, on rentre un dossier dans le cadre des PPT pour réfectionner, remettre aux normes l'électricité et la prévention incendie dans l'école de Mont, principalement dans la partie des vieux bâtiments. Quoi. C'est un cahier de charge qui a une estimation de l'ordre de 70 000 €, je pense. Des questions? Il n'y a pas de main qui se lève. On va donc procéder au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant ce marché peuvent lever la main. Il n'y a pas d'abstention. Les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre. Le marché est donc approuvé à l'unanimité. Et le point suivant, il s'agit d'un projet d'acte de bail amphithéotique concernant l'esplanade de la gare de Dorine-Durnal. Patrick. Oui, c'est la fin d'un processus qui avait démarré avec le déclassement, la sortie du domaine public de la petite place qui se trouve devant la gare de Chancin, Dorine-Durnal. Ça a été suivi par la décision de principe de vendre, ou en tous les cas de faire un bail amphithéotique à l'égard du propriétaire actuel de la gare de Dorine-Durnal pour qu'il puisse effectivement aménager de façon un petit peu plus pérenne cette esplanade, cette petite place. Et ce qui est proposé aujourd'hui au conseil communal, c'est le bail amphithéotique. Et en le lisant, on se rend compte des raisons pour lesquelles on a opté pour un bail amphithéotique et pas pour une vente, dans la mesure où on y a mis un certain nombre de conditions
pour éviter que si un jour le propriétaire de la gare de Dorin-Durnal n'est plus celui qui est aujourd'hui le propriétaire, mais quelqu'un qui aurait d'autres projets, qu'on se retrouve avec, je dirais, un massacre de cette belle petite place devant la gare. Et donc, il y a un certain nombre de conditions qui limitent drastiquement ce qu'il est possible de réaliser sur cette place. Merci Patrick. Des questions, demandes d'informations, commentaires? Il n'y en a pas. Nous allons donc passer au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant ce bail amphithéotique peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre peuvent s'exprimer. Pas de vote contre. Le bail est donc approuvé à l'unanimité. Et le point suivant, il s'agit d'une convention avec la province de Namur concernant le réseau cyclable à Point-Neu. Et je passe la parole à Chantal. Je vous avais déjà parlé du fait que la commune participe, comme toutes les communes de la province de Namur, au développement de ce réseau Point-Neu, un peu comme les cyclistes peuvent les voir, par exemple, en Flandre, partout. C'est évidemment quelque chose d'intéressant pour notre province et donc notre commune, tant pour ceux qui sont favorables aux modes actifs en vélo, mais évidemment une belle mise en valeur de notre commune. Et donc ici, on en arrive à la phase quasi finale des réglages entre la province et le service qui réalise ces points nœuds et la commune. Et il nous demande de signer une convention qui donne les droits et devoirs, ou surtout les devoirs de chacune des parties, la province s'occupant de l'entretien, on va dire, du balisage lui-même en faisant le tour 2 fois par an, la commune s'engageant à entretenir les lieux autour d'une façon générale autour de ces réseaux points nœuds. Tant qu'à faire, c'est une bonne manière aussi pour nous d'entretenir nos rues et routes. Et quand il s'agit de routes régionales, éventuellement, de leur dire qu'ils sont priés d'enlever les trous et de les entretenir. Voilà. Donc, nous vous proposons tout simplement de finaliser cet accord pour ce projet. Merci Chantal. Des questions, remarques? Pas de questions ni de remarques. Nous passons donc au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant cette convention peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre non plus. La convention est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, il s'agit de l'ASBL La Victorieuse. Les différents documents nous ont été transmis, rapport annuel, compte et modification de la composition du CA. Nous avons donc tous et toutes pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Eh bien, dans ce cas, nous allons pouvoir approuver ces différents documents. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre. C'est approuvé à l'unanimité. Et nous rentrons à présent dans une suite de 6 points, 6 ou 7 même, 7. Il s'agit des comptes des différentes fabriques d'églises et je vais passer la parole à Étienne. Merci. Donc, je vous reviens comme chaque année au printemps avec les comptes de l'année précédente des fabriques d'églises. Une petite remarque préalable concernant le tableau qui figure actuellement à l'écran. Il est complet et cependant, nous ne voterons pas toutes les paroisses puisque Spontin et Godine qui figurent dans le tableau n'ont pas encore vu leurs comptes respectifs validés par l'évêché. Donc, ces 2 paroisses reviendront au mois de juin. Donc, vous avez pour les dotations 2020 l'ensemble des sommes qui ont été
alloués aux différentes fabriques et les résultats des comptes respectifs des mêmes fabriques, la soustraction de l'un par l'autre, donnant le coût réel des fabriques d'églises sur l'exercice 2020. Les comptes, c'est les comptes, hein, à moins d'avoir une suspicion particulière sur l'un ou l'autre. Je voudrais juste attirer votre attention sur le compte de l'Église protestante de Morville, parce que c'est une fabrique, si je puis dire, qu'il y a quelques années, quand nous étions sur Namur, ne coûtait que quelques centaines d'euros. Et puis nous voici à présent à une dotation 2020 de 4 000 euros, alors que toutes les autres fabriques nous invitent à leur réunion compte et budget. Du côté de l'église protestante de Morville, eh bien, sauf erreur ou omission de ma part, nous ne sommes invités à rien, alors que dans leur compte apparaissent des rubriques un peu bizarres, comme visite pastorale pour plus de 2 000 euros, loyer de l'église de l'Ef, 1 800 euros, ce qu'ils appellent cible et pub, qui coûte 2 600 euros. Enfin, différentes rubriques où nous ne sommes évidemment pas les seuls à participer, puisque nous sommes une paroisse parmi 4. Néanmoins, j'apprécierais d'être invité au moins une fois à une réunion de cette fabrique protestante de Morville pour entendre quelques justifications sur des postes relativement conséquents, et ce pourquoi je demanderai au minimum pour ce compte de l'Église protestante une abstention, plus pour marquer le coup que pour critiquer la comptabilité de qui que ce soit. Voilà. Y a-t-il sur ces différents comptes des questions, des remarques auxquelles je pourrais tenter de répondre? Oui, Bertrand a levé la main. Je t'en prie, Bertrand. Oui, Étienne, on te rejoint absolument sur l'Église protestante, donc il n'y a pas de souci, ta proposition, enfin, nous la suivrons au moment des votes. Sur le tableau, bon, tu sais qu'on a déjà échangé il y a 6 mois, finalement, c'était au moment des budgets sur la question, et déjà même avant, donc sur le fait qu'il y a cet argent immobilisé. En fait, il y a 1 an, tu nous avais dit, attention, les comptes ne sont pas les budgets, sauf qu'au moment où on vote les budgets pour les dotations, en fait, elles se retrouvent au cent près dans les comptes, puisque c'est le boni, alors, à ce moment-là, qui change entre les recettes et les dépenses des fabriques, mais la dotation communale, une fois qu'elle est promise, elle est retranscrite quasi, enfin non, c'est pas quasi, c'est au cent près, donc dans les comptes. Donc pour nous, au niveau de la commune, ça ne change rien. Donc c'est de l'argent, comme je l'ai déjà dit, qui est immobilisé. Et je souhaitais attirer l'attention, enfin, parce que là, on a les chiffres sous les yeux et le tableau est effectivement bien fait, sur le fait qu'en 2020, la commune a prêté, a donné de l'argent via ces dotations, donc pour 91 000 euros aux fabriques d'églises. Et alors que le résultat, l'addition des différents comptes, on arrive à 58 000 euros, je me permets d'arrondir, donc de boni. Le boni qui est la résultante donc des recettes moins les dépenses, mais donc de la dotation. Et donc au final, ça nous coûte effectivement 30 000 euros, mais on a immobilisé près de 60 000 euros de l'argent qui finalement ne sert à rien. Et c'est pour ça où on essaie d'insister, et on voit bien en 2021 qu'il y a une diminution de la dotation prévue, mais on insiste pour que pour les budgets 2022 qui vont, peut-être pas bientôt, mais enfin qui vont se préparer dans les mois à venir, Étienne, on compte sur ta vigilance pour que la courbe redevienne comme elle l'était, puisqu'il y a le tableau sous les yeux 2016-2017 à hauteur de 50-60 000 euros, qui était quand même plus abordable, alors que ça soit toujours légèrement supérieur, et en boni, c'est normal parce qu'il y a les fonds de roulement, mais de là à taper des plafonds comme on l'a vu ces dernières années, ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on compte sur toi, et le tableau ici a le mérite de la transparence, donc merci.
Pas de problème, nous agissons effectivement dans le sens que tu viens de décrire, Bertrand. Si je peux ajouter un petit point, ça a été déjà souvent évoqué aussi, mais je vais encore une fois le répéter. En fait, cette situation résulte principalement d'une chose, d'un facteur, qui est, lors de l'élaboration des budgets par les fabriques d'églises, l'évaluation du résultat de l'année en cours, qui est en fait systématiquement sous-évalué. Et comme ce résultat estimé de l'année en cours est sous-évalué, les besoins de financement par la commune sont surévalués. Donc, on en a déjà discuté. Je pense qu'il y a un exercice à faire de sensibilisation des fabriciens, des fabriques, des trésoriers pour revoir cette philosophie d'estimation du résultat de l'année en cours, sur base de l'historique, sur base de ce que l'on sait au moment où on établit le budget. Je pense que ça doit être faisable et nous allons donc essayer de mettre cette mécanique vertueuse en marche. J'approuve aussi, Alexandre, je peux juste dire un mot 3 secondes, c'est j'approuve effectivement parce que ce qu'on demande au travers de nos différentes interventions sur le sujet, c'est pas forcément de faire des économies. Il y a peut-être l'un ou l'autre poste sur lesquels on peut réfléchir, mais si c'est vraiment une question de chiffres, de présentation de chiffres et d'estimation pour coller plus à la réalité par rapport à ce que c'est, parce que les budgets communaux, eux, ils peuvent servir à d'autres choses. Mais donc, voilà, on est tous les trois d'accord et on s'en réjouit. Le thème abordé par Patrick Evrard sera l'objet principal d'une réunion avec les présidents, secrétaires et trésoriers qui aura lieu idéalement avant l'élaboration des budgets 2021, c'est-à-dire au mois d'août. Merci. Est-ce que je peux vous proposer d'abord que nous votions pour la fabrique d'églises protestante de Morville, dans un premier temps, étant donné la suggestion d'Étienne Defresne. Celles et ceux donc qui souhaitent s'abstenir concernant ces comptes peuvent maintenant lever la main. Numériquement, comme ça j'ai plus facile à voir. Je n'ai plus de vidéo, mais je lève la main. Ok. Oui, moi j'ai un problème pour lever la main, mais je lève la main aussi. La même chose pour Yvon. Ok, alors on va faire encore plus simple et plus rapide. Je vous invite tous à baisser les mains. Est-ce que celles et ceux qui souhaitent voter contre peuvent lever la main? Maintenant, donc Cathy, tu votes contre ou c'est la main de l'abstention qui est toujours levée? Ok, donc il n'y a pas de vote contre. Celles et ceux qui souhaitent voter pour peuvent lever la main. Il n'y a pas de vote pour non plus. Tout le monde s'abstient donc sur ces comptes. Et alors, à moins que quelqu'un souhaite qu'on procède autrement parce qu'il veut voter différemment sur un compte ou l'autre, je vous inviterai à faire un vote collectif pour les comptes des fabriques d'églises d'Ivoire ou d'Urnal, Purnod, Évra, Yvemont et Dorine. Comme personne n'a l'air d'y voir un quelconque inconvénient, celles et ceux qui souhaitent donc s'abstenir concernant tous les comptes de ces autres fabriques d'églises peuvent lever la main maintenant. Pas d'abstention. Les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre non plus. Ces différents comptes sont donc approuvés à l'unanimité. Alors, on va rentrer maintenant dans une série d'autres points à la suite les uns des autres, mais qu'il va falloir traiter séparément, puisqu'il s'agit des différents ordres du jour de toutes les assemblées générales des intercommunales dont la commune d'Ivoire est membre. Et il s'avère que d'une intercommunale à l'autre, les règles liées au Covid sont un peu différentes. De manière générale, chaque fois que la proposition a été faite de ne pas se faire représenter physiquement, mais de procéder à un vote électronique, la suggestion ici, qui est soumise à notre approbation, c'est de procéder à ce vote électronique, à l'exception de l'une ou l'autre intercommunale. Le premier ordre du jour que nous devons donc approuver, c'est l'intercommunale IMIO. Et là, donc, on propose de ne pas s'y faire représenter. Des remarques, des questions? Pour approbation, donc, celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main.
Pas d'abstention. Celles et ceux qui souhaitent voter contre. Pas de vote contre. Cet ordre du jour est donc approuvé à l'unanimité. Le suivant, c'est celui de l'INASEP. Et là, c'est différent. On propose de se faire représenter via visioconférence par Marcel Collet. Oui, donc Alexandre, excuse-moi, je vais intervenir ici. Je t'en prie. C'est vrai que j'aurais dû le faire en préambule. Alexandre a bien résumé la situation en ce qui concerne les conséquences du Covid sur la tenue de ces assemblées générales. Très généralement, enfin pour ne pas dire quasiment toujours, les sociétés, les intercommunales ont demandé, dans l'hypothèse où on voulait quand même se faire représenter, de ne se faire représenter que par une ou deux personnes maximum, ça dépend un petit peu des sociétés, des intercommunales, même dans l'hypothèse où il s'agit d'une visioconférence. Donc, on peut trouver ça un petit peu particulier, mais je suppose que c'est pour ne pas avoir un nombre incalculable de participants à des visioconférences. Et donc ici, en gros, ce que le collège propose, c'est quasiment chaque fois de ne pas se faire représenter, parce que de toute manière, on sait bien que ce ne sont quand même pas, et certainement pas en visioconférence, des occasions pour vraiment intervenir et peser sur la gestion de ces intercommunales. On a juste fait une exception, et on vous explique pourquoi. C'est le cas de l'INASEP, parce que l'INASEP est un peu au cœur d'une tourmente annoncée, puisque vous savez qu'il est question d'une fusion exigée par la province entre l'INASEP et le BEP. Et donc, il nous a semblé intéressant d'avoir quand même une personne qui assiste à cette assemblée générale pour éventuellement avoir des informations complémentaires ou en tous les cas, un petit peu une idée de ce vers quoi on va. Et il nous paraissait logique de proposer Marcel, puisque c'est aussi lui qui est, je vais presque dire, en contact quotidien avec l'INASEP au niveau du terrain sur les différents chantiers pour lesquels l'INASEP est notre bureau d'études, mais aussi l'INASEP en tant que société responsable de l'épuration, etc. Donc voilà, c'est la proposition pour vous expliquer un peu globalement ce qui était proposé ici. Merci Patrick. Et donc, est-ce qu'il y a des questions, demandes d'intervention, de remarques? Eh bien, dans ce cas, pour l'approbation de l'ordre du jour de l'AG de l'INASEP et pour demander à Marcel Collet de nous y représenter via la visioconférence, celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Abstention, les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre non plus. Alors, les points 19 à 23, il s'agit de l'ensemble des assemblées générales des différentes composantes du BEP et l'assemblée générale d'IDEFIN. Et donc là, pareil, on se propose ici d'approuver l'ordre du jour et de ne pas s'y faire représenter, à moins que quelqu'un y voit un inconvénient. Je vous propose de faire un vote groupé pour toutes ces différentes composantes. Je ne vois aucune main qui se lève, et donc celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant ces différents ordres du jour, des composantes du BEP et d'IDEFIN, peuvent lever la main. Pas d'abstention, les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre non plus, c'est approuvé à l'unanimité. L'ordre du jour suivant, il s'agit de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Union des villes et communes wallonnes, qui, elle, se tiendra via Zoom avec notre représentant Patrick. Pas de remarques. Dans ce cas, nous procédons au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Celles et ceux qui souhaitent voter contre peuvent lever la main. Pas d'abstention, pas de vote contre. C'est approuvé à l'unanimité. Et le suivant, je fais de nouveau un petit focus, sauf si Patrick, tu veux compléter non, détail. Philosophie pour le BEP. Le suivant, ici, c'est ORES à 7, donc on est non représenté aussi. Celles et ceux, des remarques, pardon. Aucune. Celles et ceux, on procède au vote, qui veulent s'abstenir concernant cet ordre du jour peuvent lever la main. Pas d'abstention, les votes contre peuvent lever la main. Pas de vote contre, c'est approuvé à l'unanimité. Et là maintenant, on a par contre deux ordres du jour où c'est un petit peu différent.
puisqu'il y a des comptes qui étaient à approuver, et sauf s'ils sont apparus en toute dernière minute, mais je n'en ai pas eu connaissance, nous n'avons pas reçu ces comptes, notamment donc pour Etiasco SCRL et l'Assemblée générale suivante, la terrienne du Crédit social. On nous demande donc d'approuver un ordre du jour et notamment des comptes, alors que les comptes ne sont pas disponibles, ce qui, même dans un cadre qui n'est pas toujours un exemple même de démocratie, est quand même des plus surprenants. Et donc, la proposition ici, c'est de voter non, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. D'autant plus que dans le cas de ETIAS, il n'y a même pas de date d'Assemblée générale qui est mentionnée. Donc, on dit simplement qu'on doit rendre cet avis avant le 30 juin, c'est tout. Mais il n'y a aucune date. Donc, c'est quand même assez particulier. Je précise aussi que donc, pour l'Assemblée générale ici qui nous concerne, qui est Etiasco SCRL, il y a des libres, il est précisé que c'est un vote électronique qui doit être fait et que notre représentant qui doit procéder à ce vote, une fois que nous aurons voté, c'est Christine Bador. Et donc, la proposition concernant Etiasco SCRL, pour les raisons évoquées, c'est de voter non. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir sur cet ordre du jour peuvent lever la main. Il n'y a pas d'abstention et alors je vais changer parce que je suppose qu'il y aura beaucoup de votes contre. Celles et ceux qui souhaitent voter pour cet ordre du jour peuvent lever la main. Il n'y a pas de vote pour, c'est donc unanimement voté contre. Et on enchaîne avec la terrienne du Crédit social où c'est exactement la même situation. On nous demande d'approuver des comptes qui n'ont pas été transmis. Et donc là aussi, on suggère de voter non. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Pas d'abstention. Celles et ceux qui souhaitent voter pour peuvent lever la main. Pas de vote pour non plus. Et voilà qui clôture, en dehors de l'AG de la Dinantaise qu'on traitera en fin de conseil puisque ça a été rajouté, cette longue liste des ordres du jour des assemblées générales, des intercommunales. Nous continuons donc avec l'approbation de la convention de collaboration de frais dans le cadre de mesures judiciaires alternatives avec la ville de Dinan. Patrick. Oui, donc il s'agit de ce qui était assuré jadis par la SBL Alter, ASBL qui a été dissoute donc récemment dans la foulée d'un mouvement qui a concerné à peu près toutes les ASBL comparables en Wallonie. Et donc, ce sont en général donc, des villes qui ont repris la responsabilité de l'encadrement de ces mesures judiciaires alternatives qu'on appelle encore de temps en temps peine de travail. Et donc, dans le cas qui nous occupe, c'est la ville de Dinan avec les collaborateurs ou les collaboratrices qui étaient déjà actives au sein de Alter, qui a repris donc cette responsabilité. Le mode de fonctionnement est exactement le même. Il est donc proposé à la commune qui bénéficie de ce service, donc prenons le cas d'Ivoire, si nous avons des citoyens d'Ivoire qui font l'objet d'une mesure judiciaire alternative, eh bien, les frais qu'ils vont générer en termes de déplacement, en termes de communication, etc., sont facturés à la commune d'Ivoire, mais ce sont des montants qui sont relativement modestes, puisque l'essentiel qui est les frais de personnel d'encadrement, les collaborateurs donc, de la ville de Dinan, sont, eux, subsidiés dans le cadre d'un système qui est, je crois, encore un système fédéral. Donc, c'est en quelque sorte la traduction de la convention qui liait la commune d'Ivoire à la SBL Alter en une convention ici, ville de Dinan, commune d'Ivoire, mais dont les modalités sont exactement les mêmes. Merci Patrick. Des questions, demandes d'informations, compléments? Je n'en vois aucun. Nous allons procéder au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant cette convention de collaboration avec la ville de Dinan peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre peuvent lever la main.
Pas de vote contre, c'est approuvé à l'unanimité. Et nous poursuivons avec un point enseignement. Il s'agit de la fixation des emplois vacants. Chantal. Oui, donc une fois par an, à partir du moment où on connaît le nombre d'élèves au 15 janvier, le nombre des personnes qui ont été nommées cette année, etc., nous pouvons déterminer combien il y aura d'heures d'emploi vacants pour l'année suivante, pour les nominations en 2022. Il y aura essentiellement des possibilités de nomination en maternelle, en fait, et probablement un poste de direction. Merci Chantal. Des questions, remarques? Il n'y en a pas, alors même si c'est tout à fait administratif et formel, nous devons donc nous prononcer et fixer cette liste. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre? Pas de vote contre. C'est également approuvé à l'unanimité. Et donc, sauf si ça vous dérange au niveau du groupe EPI, je vous propose qu'on règle le point rajouté de l'AG de la Dinantaise avant de clôturer avec vos interventions et le point d'actualité de Thierry. Pas de remarques. Donc, on fait comme ça. On se penche donc maintenant sur l'ordre du jour de l'Assemblée générale de la Dinantaise. Là, c'est une visioconférence qui se tiendra le 17 juin et c'est Géraldine Bioy, Yvon Perrin-Jaco et Étienne Defresne qui nous y représentent. Y a-t-il des questions, demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Nous procédons donc au vote. Celles et ceux qui souhaitent s'abstenir concernant cet ordre du jour peuvent lever la main. Pas d'abstention. Les votes contre? Pas de vote contre. C'est approuvé à l'unanimité. Et je passe la parole à Bertrand, je suppose, concernant le point EPI. Oui, merci Alexandre. Donc, comme on vous l'a envoyé par mail, c'est vrai que la province a repris le financement des zones de secours récemment, soulageant au passage les communes et bon, avec l'impact que ça peut avoir sur les services provinciaux, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais nous avons ouï dire que le commandant de zone était en train d'élaborer un plan personnel. Donc, bon, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, s'il est déjà connu ou pas, ne fût-ce que dans les grandes lignes. Et donc, nous, on souhaitait savoir avec vous pour voir si on avait déjà des indications sur les recrutements ou le redéploiement du personnel à travers les différents postes de garde. Est-ce qu'on a une idée du nombre de départs, notamment à la retraite, les départs naturels à la pension ou de remplacements envisagés à court et moyen terme? Un peu les moyens proposés pour pouvoir assurer des départs tout au long de la journée, parce qu'on sait qu'en soirée, ça ne pose pas trop de problèmes. En tout cas, pour le poste d'Ivoire, ça ne semble pas poser trop de soucis. En journée, apparemment, c'est un peu plus compliqué et c'est une tendance qui aurait l'air d'être relativement connue dans les postes plus ruraux, je vais dire ça comme ça. Aussi au niveau du matériel, est-ce que tous les véhicules, est-ce qu'il ne faut pas redispatcher certains véhicules qui pourraient être en doublon dans certains postes et en manque ailleurs? Enfin, voilà, un peu toutes ces réflexions-là qu'on souhaitait mener avec vous, peut-être avant que le conseil de zone, si nos infos sont bonnes, ça serait évoqué en juin. J'imagine que notre représentant communal, qui est le bourgmestre, va nous en dire un peu plus. Et question un peu subsidiaire, si vous êtes d'accord, c'était en fait de voir un peu ce que vous en pensez, si vous avez connaissance de la méthode utilisée en province du Luxembourg, qui consiste apparemment, si on a bien compris, à avoir des gros centres, des gros postes et à égale distance, ou en tout cas de manière relativement bien répartie sur le territoire, des postes de moindre importance, ce qui permet apparemment une meilleure gestion des interventions, du personnel, de l'équipement. Voilà, parce que tout ça a un coût et que les finances qui ont été maîtrisées jusqu'ici, évidemment, il ne faudrait pas que ça reparte à la hausse avec l'engagement de personnel professionnel qui est peut-être nécessaire, mais à voir dans quelle mesure, parce qu'on sait qu'il y a les obligations au niveau des départs d'urgence, mais ce n'est pas
voilà, ce n'est pas toujours évident pour les pouvoirs locaux d'assumer toutes ces dépenses-là. Voilà. Et je renvoie évidemment à ma question écrite pour tous les détails. Ici, j'ai fait une petite synthèse. Voilà. J'imagine que Patrick va nous apporter le complément. Oui, merci pour la question. J'ai résumé les réponses sur une petite diapositive. Je pense qu'il faut tout de même rappeler tout d'abord qu'on n'est plus dans la situation où les pompiers dépendaient de la commune. On est dans une situation où la zone de secours est un véhicule juridique qui a sa propre autonomie. Et donc, je dirais que la discussion, pour intéressante qu'elle soit, la discussion sur l'opérationnalité des zones de secours au niveau d'un conseil communal, il faut quand même rester, je dirais, raisonnable et bien se dire que ce n'est plus vraiment le lieu où cela doit se passer. La gestion à long terme, ben, elle est assurée par le conseil de zone qui reprend, je le rappelle, tous les bourgmestres. Et dans le cadre d'INAFI, ben, oui, c'est une zone qui est relativement vaste et qui est très étendue avec une grosse vingtaine de bourgmestres qui sont autour de la table. La gestion quotidienne, ben, elle est assurée par le collège et surtout par le commandant de zone, notamment pour tout ce qui concerne les déploiements de personnel, etc. Donc, voilà, je pense que ça, c'est quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut rappeler. Maintenant, ceci étant dit, on peut quand même donner quelques éléments de réponse par rapport à ce que vous évoquez du côté d'EPI. Le premier élément que je voudrais souligner, c'est que quand on dit que le budget de DINAFI est sous contrôle, je dirais le budget de DINAFI est sous contrôle depuis 2-3 ans, pas beaucoup plus. Avant ça, on a connu des budgets qui, chaque année, s'envolaient allègrement. Et juste pour donner une petite indication de tout ça, ben, si je fais la comparaison entre le budget 2019 par rapport à 2018, on était encore à 6% d'augmentation. 2020 par rapport à 2019, on descend à 4,75 et 2021 par rapport à 2020, on descend à 2. Donc la tendance à une maîtrise de ce budget, elle existe maintenant, depuis quelques années. Ça n'a pas toujours été la caractéristique de la zone d'INAFI. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Ce que nous connaissons aujourd'hui de façon très claire, c'est le budget 2021. Et là, je peux dire de façon absolument certaine que sur 2021, il n'y a aucune perspective, à part le recrutement d'un informaticien et le recrutement d'une personne à gauche ou à droite, mais c'est vraiment en termes d'unités qui se comptent sur les doigts d'une main pour l'ensemble de la zone. Il n'y a donc pas de croissance ou d'explosion des budgets de personnel. En ce qui concerne le matériel, ben, je pense que là aussi, bien sûr, il y a certainement, et je pense que ça se fait à certains moments, des possibilités de réaffectation de matériel qui sont plus utiles dans un poste A que dans un poste B. Je peux d'ailleurs dire qu'en termes d'achat, et j'aurais pu prendre l'année 2019 parce qu'elle était très comparable à 2020, sur 2020, en termes de véhicules lourds et même de véhicules tout court, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas eu d'autres achats, la zone d'INAFI a acheté un camion feu de forêt, qui est quand même utile dans la région où nous sommes, pas spécialement pour nous, encore que, mais surtout pour le sud de la province, et un véhicule porte-container avec une grue de mise à l'eau de bateau. C'est tout. Donc, là aussi, on ne peut pas dire qu'il y ait des dépenses inconsidérées qui sont réalisées. Donc voilà, le plan de développement ou le plan de redéploiement du personnel, à ce jour, n'a pas encore été ni évoqué, ni présenté au Conseil de zone. Donc, par définition, je ne peux pas en dire grand-chose. Et l'expérience en province de Luxembourg, j'avoue que je n'ai pas d'écho non plus, donc je ne vais pas me prononcer, mais pour en avoir parlé en aparté avec Jean-Paul, qui est quand même un fin connaisseur du monde des pompiers, Jean-Paul a peut-être, lui, eu quelques échos que je l'invite à partager d'ailleurs. Si Jean-Paul est là. Oui, je suis là, oui.
On remarque qu'en province de Luxembourg, c'est vrai qu'ils ont créé des postes forts, donc qui sont dans des villes plus importantes. À côté de ça, il y a des postes beaucoup plus faibles qui interviennent de ce fait beaucoup moins. Et ces postes faibles sont composés essentiellement de volontaires et qui commencent tout doucement à se démotiver du fait qu'ils ont très peu d'intervention. Donc, ce n'est certainement pas quelque chose à reproduire dans notre zone, me semble-t-il. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que, et c'est vrai que la gestion d'une zone avec des postes qui sont forcément plus ruraux, d'autres qui sont plus polyvalents, etc., ce n'est pas quelque chose de facile. Et c'est vrai qu'on peut se poser un certain nombre de questions, mais à l'heure actuelle, au sein du conseil de zone, ça n'a pas été évoqué. À aucun moment, ça n'a été évoqué. La question, par exemple, des départs simultanés, c'est une question qui aujourd'hui est réglée de façon quasiment automatique par les systèmes de gestion du call center. Et donc, c'est vrai que j'ai aussi entendu à certains moments qu'il pouvait y avoir des doubles départs et qu'à certains moments, ce n'était peut-être pas la solution optimale. Je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage aussi dans ces centres d'appel et qu'il y a des corrections qui doivent être apportées. Mais je reviendrai sur le point lors d'un prochain conseil de zone pour voir si effectivement il y a des mesures qui sont envisagées pour améliorer cette situation, pour éviter le gaspillage et pour éviter de faire déplacer des gens inutilement. Voilà, donc je ne vais pas dire que tout va bien dans Dinafi aujourd'hui, mais en tous les cas, je peux garantir que ça ne donne pas une impression de gaspillage ou une impression de développement à tout va. De plus, accessoirement, mais ça c'est une remarque en passant, petit à petit, en fait, dans les votes au sein du conseil de zone, le poids votal, il va être surtout du côté de la province, hein, et plus spécialement du côté des communes. Province qui, sur base de tout ce que j'ai vécu jusque maintenant, reste extrêmement attentive à ne pas permettre de dérapage au niveau des budgets et au niveau des dépenses. On pourrait rappeler aussi que les séances du conseil de zone sont publiques. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, je ne sais pas s'il y a du public. Patrick, tu pourrais peut-être pour le moment, en dire plus, mais à mon avis, il ne doit pas y avoir grand monde. Les conseils de zone sont en visio, donc c'est un petit peu plus difficile de se rendre compte. Généralement, il y a une ou deux personnes, mais ce sont généralement des journalistes. À la fin, un bon scoop. Si je peux apporter juste, Alexandre, une petite réaction. Donc, merci pour les informations. Alors, bon, peut-être que ça avait transpiré dans notre énoncé, mais voilà, on n'était pas inquiet d'un dérapage budgétaire. C'était vraiment, la question ici, c'était vraiment pour pouvoir en discuter entre nous, parce que même si le conseil communal n'est plus directement compétent pour l'organisation des zones de secours, mais voilà, les communes dans leur ensemble, via leurs bourgmestres respectifs, ont cette responsabilité et cette charge. Et c'était vraiment une question dans l'absolu, qu'est-ce qui est prévu pour à la fois améliorer le fonctionnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des départs en journée qui posent plus de problèmes qu'en soirée en termes de ressources humaines, mais aussi avec des recrutements, histoire que le gain qu'ont les communes via la fameuse réforme de financement ne se retrouve pas amoindri, mais après, la sécurité de nos concitoyens doit être primordiale et doit être garantie avec des services qui sont opérationnels 24 heures sur 24. Hein. Donc, on est bien d'accord. Donc, voilà, les informations, merci de les avoir transmises. Et effectivement, si jamais, Patrick, le fameux plan personnel de redéploiement, je sais pas, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cartons, tu ne le sais pas toi non plus, mais au moment où il sort, peut-être une information par mail, pas au conseil communal, mais à l'ensemble des élus communaux, ça peut toujours être utile qu'au moins on sache de quoi il retourne, puisque lorsque nous sommes sollicités, ça nous permet aussi de répondre à nos interlocuteurs avec les informations dont on dispose. Tout à fait. Merci à vous. Maintenant, comme Jean-Paul l'a dit, et c'est encore plus facile avec la visioconférence, vous êtes tous invités à assister au Bien sûr. conseil de zone.
bien sûr. OK. Et donc, Thierry, tu avais une question d'actualité. Je t'en prie. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'aurais voulu savoir comment est organisé l'entretien, le fauchage des espaces verts dans la commune. Je pose la question parce que, par exemple, la stèle qui a été inaugurée en 2016 et qui se trouve à l'entrée de Durnal en venant de Crupet, une stèle qui est à gauche, en fait, si vous passez là en voiture, vous ne la voyez plus, les herbes sont plus grandes qu'elle. Donc, je suis un petit peu interpellé quand je vois ça, je trouve ça un petit peu triste. Et une autre question, toujours dans l'espace vert, c'est juste vraiment une info, c'est pour savoir quand les travaux seront terminés à la plaine du Launois. Merci. Je vais peut-être répondre, Thierry, même si ce n'est pas dans mon portefeuille direct, sur la question des tontes, parce que je pense qu'il faut quand même souligner qu'à une saison comme celle-ci, l'équipe de 2 cantonniers qui doivent assurer Spontin, Dorine et Durnal, ce n'est pas tout à fait évident. Donc je pense que oui, il peut y avoir des retards à gauche et à droite, même si on a maintenant, personnalisé un petit peu, mais une équipe de 2 vaillants, comme on dit, sur ces 3 villages, mais ce n'est pas toujours évident. Et voilà. Donc, mais on est bien conscient qu'il y a du travail à faire. On est tout à fait d'accord. Pour ce qui est de la plaine du Launois, je laisse la parole plutôt à Charles, je crois. Charles? Charles? Parti couché. Ou le micro à activer, plus simplement. Alors, de fait? Oui. On m'entend? Oui, au niveau de la plaine de Launois, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Il faut savoir qu'on a quand même eu une période de grosses pluies, donc là, on n'a pas su intervenir. On a recommencé aujourd'hui. Cette semaine-ci, je pense qu'on sera très très loin dans les travaux, mais ce sont des travaux quand même très importants vu le dénivelé du terrain. Et j'espère que cette semaine-ci, on n'aura pas de pluie et qu'on pourra peut-être le terminer, mais je ne peux pas vous le promettre. Enfin, dans tous les cas, on fait tout son possible avec les moyens humains que nous avons à disposition. OK, merci. Je vois que Nathalie a levé la main. Oui, juste une petite question. Je voulais savoir quelle était la politique en matière de fauchage tardif. Oui, je peux répondre? C'est en cours, en fait. Je t'en prie, Charles. Charles? Oui, on m'entend? Oui, oui. Oui, oui. Au niveau du fauchage, on sensibilise au maximum le personnel. Il faut savoir que on ne fauche plus aussi systématiquement qu'il y a plusieurs années. Ici, nous avons quand même des obligations de conserver certaines zones pour la protection de la faune et de la flore. Donc, il faut quand même s'attendre à ne plus avoir des fauchages qui soient aussi systématiques que dans le passé. Mais les bords de route qui sont en fauchage tardif ne sont en tous les cas plus fauchés avant, je pense, le mois de juillet ou quelque chose comme ça, Charles, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Il y a des zones, d'ailleurs, il était interdit d'intervenir. Qui sont répertoriés, hein, Nathalie. Donc, je me demande même si sur Wallon Map, je pense que tu peux trouver les bords de route qui sont en fauchage tardif et qui doivent être respectés par les communes. Ouais. Et c'est mis, il y a des panneaux aussi. Oui, oui. Mais les panneaux datent déjà d'il y a quelques années, je pense. Donc, je pense que la bonne information, elle se trouve sur la cartographie qui reprend tous les bords de route qui sont en fauchage tardif. Il y a évidemment les exceptions pour tout ce qui est au voisinage des carrefours, ou là où il y aurait un risque de visibilité. Mais là, évidemment, le fauchage doit avoir lieu. Merci. Et si je peux me permettre de rebondir sur la question de Nathalie, pour partager au collège un avis tout à fait personnel. Évidemment, là où la sécurité n'est pas
mise en danger et en évitant, comme Thierry en parlait, les stèles, les monuments, le petit patrimoine. En fait, le nombre d'insectes en 40 ans tombe drastiquement. C'est une catastrophe. Et donc, si ce n'est pas un problème et si ça peut se mettre en place, moi, je ne pourrais que de vous inviter à étendre ces zones, même si ce n'est pas répertorié via la législation classique. Mais bon, ça peut éventuellement choquer des gens qui trouvent ça moins joli ou je ne sais pas qu'une pelouse absolument taillée, mais de fond, c'est un réel problème qui est en train de se profiler. Après cette petite intervention, ceci nous amène donc à la fin de la partie publique de notre conseil. Le prochain conseil communal aura lieu le lundi 28 juin à 20h, rediffusé en live sur Facebook. Et je remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis pour leur présence. Je m'associe au remerciement d'Alexandre et une bonne soirée à tous nos spectateurs via Facebook. Je vais donc arrêter la diffusion en direct, de même que l'enregistrement. Bonne soirée à tous et à toutes.